Moi, je te manque pas de respect, je parle pas mal de toi, je te parle pas mal. Viens pas m'emmerder alors que t'es personne. L'entrepreneuriat, quand tu commences à mettre le pied dedans, d'un seul coup, t'éclates tous tes plafonds de verre et tu considères des possibilités qui ne t'avaient jamais semblé accessibles. De quoi devrait se méfier quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat ? Faut même pas se méfier, t'y vas, tu fonces et tu vois, parce que de toute façon, il y a tellement de choses qui vont mal se passer, de toute façon. T'as déjà dit à un de tes profs, de toute façon, t'as rien à m'apprendre, je gagne plus que toi ? Là, je pense à une classe en question où j'arrive en cours, dans ma tête, je me sentais plus, tu vois. Tony Montana. Ouais, alors que le prof, il bossait en banque, il gagnait pas trop mal sa vie, tu vois, mais je gagnais quand même plus que lui. En France, plus que dans d'autres pays. On nous inculque que l'argent, ça pervertit, que l'argent, c'est le vice. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, c'est moi qui reçois Jérôme. Un plaisir d'être là. Merci d'être là. Donc aujourd'hui, nous allons te poser un peu plus de questions pour en savoir un peu plus sur toi. Une fois, tu m'as posé la question, et je trouve que c'est intéressant de te la poser maintenant. Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? C'est une bonne question. Parce que j'avais des visions d'où je voulais aller, de la direction où je voulais aller. Et dernièrement, je remets beaucoup de choses en question. Donc comme je remets beaucoup de choses en question, je change les perspectives, je matérialise certaines choses, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies. Et donc ça pose la question du après. Et donc en termes de durée, est-ce que je veux beaucoup de changements par rapport à la vie que j'ai aujourd'hui ? Oui, en partie, mais non sur une autre partie. Donc, dans le fond, cette vision à 5 ans, elle n'est pas encore claire. Parce que y a des choses que j'ai envie de garder, des choses que j'ai pas envie de garder. Ces choses que j'ai pas envie de garder, c'est pour m'apporter un peu plus de liberté, un peu plus de confort de vie finalement. Et les choses que j'ai envie de garder, c'est que je considère qu'elles m'apportent déjà du bien-être, que je suis heureux, un certain confort, une certaine énergie. Donc c'est un tout qui finalement aujourd'hui n'est pas encore totalement clair. Pour 5 ans et 10 ans, j'ai pas la réponse à cet instant. Parce que j'ai pas fini la réflexion. Et est-ce qu'il y a quand même des lignes directrices ? Oui, liberté. Ok. Toujours liberté. Et la liberté sous quelle forme ? Parce que par exemple, tu vois, tu disais l'entrepreneuriat, les gens pensent qu'on est libre quand on est entrepreneur. Et c'était l'intention de faire l'entrepreneuriat pour la liberté. Alors ça reste une forme de liberté, dans le sens où on a quand même... un choix du temps, quand est-ce qu'on travaille. Exactement. On peut organiser son emploi du temps comme on le souhaite. Si on veut, par exemple, pour une raison X, Y, Z, parce qu'on a des enfants ou autre, vouloir ne pas travailler le mercredi, parce que le mercredi, on le consacre aux enfants, mais qu'à contrario, on est prêt à travailler très tard le soir. Tu vois, ça, c'est une certaine liberté quand même d'organisation. C'est aussi une liberté de pouvoir se dire... même si j'ai des déplacements, je peux quand même gérer des choses en distanciel. Je n'ai pas forcément besoin d'être en présentiel. C'est aussi une certaine liberté. C'est quand même une certaine liberté. On ne peut pas dire que ça n'apporte pas de liberté. Ça apporte une sorte de liberté qui est peut-être pas, toi, le type de liberté auquel tu aspires maintenant. C'est quoi la liberté que tu voudrais maintenant ? Est-ce que c'est du temps ? Est-ce que c'est plutôt... quelle est ta vision de la liberté ? Ma vision de la liberté, pour moi, c'est possibilité de faire ce que je veux, comme je veux, aller où je veux, dans la direction que je veux, avec qui je veux. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas autant que j'aimerais. Alors, j'en ai une liberté, attention, j'ai même une grande liberté par rapport à certains. Il faut quand même avoir de la gratitude pour la liberté que tu as aujourd'hui. Ah oui, c'est pas sujet, bien sûr que je l'ai. Mais je n'ai pas la liberté d'esprit. Mon esprit n'est pas tous les jours serein à ce jour. Parce que j'ai des engagements, parce que j'ai des responsabilités, que je vise à réduire au fur et à mesure du temps. Et dans ces 5 ans, ça fait partie des choses que je ne veux pas garder. Il y a des responsabilités que j'ai que je ne veux pas garder. Donc, ça oscillera, ça se différenciera. Donc, j'aurai beaucoup plus un profil à l'avenir, à mon avis, d'une direction qui sera moins entrepreneur, mais plus investisseur. Et faire cet oscillement me permettra d'être beaucoup plus confortable, beaucoup plus serein et de jouer beaucoup plus dans le terme qui me correspond, quoi. Si là, tout de suite, tu étais libre dans ton esprit, réellement, vraiment sans limite, hein. Donc ne fais pas appel à la rationalité. Là, tout de suite, tu es libre. C'est quoi ta vie ? Tu me fais rire avec tes questions. Pourquoi je te fais rire ? Quand tu veux parler de mon parcours, on se retrouve à me faire une psychanalyse. Mais non. Mais si.
Alors c'est ok, mais Mais on non, mais refera parce un que- contenu quand même Ok. clair et net sur le parcours, parce que le but c'est aussi qu'ils sachent qui je suis. Et là, ils voient un peu mes réflexions. Ça sera ils ma voient- prochaine question. Ils voient les challenges en fait que je rencontre à l'instant T. Mais c'est hyper important. Oui, mais il aurait fallu qu'ils rencontrent les challenges déjà du passé pour mieux comprendre les challenges d'aujourd'hui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle étape les personnes qui vont regarder cette vidéo en sont. Peut-être que tu leur apporteras exactement Repose la ta réponse question. qu'il leur faut. Repose ta question. Là, tout de suite, tu es totalement libre d'avoir la vie que tu souhaites. Tu as la liberté d'esprit à laquelle tu aspires. Quelle est ta vie? Quelle est ma vie? Ta vie idéale, là, tout de suite, c'est quoi? Ok, bah si j'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage. Si j'ai envie Ok. d'aller à la piscine, je vais à la piscine. Si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, je joue aux jeux vidéo. Si j'ai envie de regarder une série, je regarde une série. Si j'ai envie d'aller en voyage sur un coup de tête, je vais en voyage sur un coup de tête. Si j'ai envie de aller offrir ceci à un tel, je le fais. Si j'ai envie de rien faire, et j'aime beaucoup rien faire, enfin rien faire, tout est relatif, rester chez moi. J'adore rester chez moi. Et ben je fais ça. Si j'ai envie de me concentrer sur un nouveau projet, ben je le fais. Si j'ai envie de pousser quelqu'un dans ses envies, je le fais. Voilà, c'est ça. Et finalement, pas avoir de frein à dire non, pas avoir de frein à me dire non, là je peux pas trop, pas avoir de frein à me dire ah mais non, mais j'ai ça qui m'attend. Voilà. Si tu devais, et c'est ma dernière question hors contexte parcours, mais Psychanalyse. ouais, promis. Mais je sais pas comment on en est arrivé là. Ah, c'est toi, écoute. Hein. Écoute, Tu tu m'as dit aujourd'hui, j'aimerais aussi en dire plus sur moi. Mais parlons-en, c'est hyper intéressant. Je te laisse continuer. Tu as la possibilité de créer, on va dire, un métier. Soit un métier qui existe déjà, soit de créer un métier sur mesure. C'est quoi le métier que tu ferais? Le métier de tes rêves? Métier sur mesure. Oui. Bah, finalement, quand je dis que je me oscille d'entrepreneur à investisseur, ça a toujours été d'ailleurs ma vision avant de découvrir plus en détail l'entrepreneuriat et de m'impliquer plus dans les projets, mais c'est de devenir business angel en fait finalement. Ok. Tu es là à financer des projets, des envies, mais pas que business angel, il y a aussi le côté caritatif, aider les gens, tu vois. De quoi ce serait ça? Ok. Ben, on adore. Financeur de l'extrême. Non. Il part aux quatre coins du monde pour Ouais. découvrir les projets qui ont besoin d'un investissement. Non, mais Ça serait vraiment, incroyable. Non, mais en vrai, c'est très stylé. c'est vraiment le côté business angel, être là à aider humainement les personnes, être là à les aider businessment et être là à les aider financièrement. Ça me parle. Trop bien. Évidemment, pour ça, il faut un écosystème qui est Hop, dédié. hop, ça c'est... Non, mais je partage, c'est important. Ok. Il y a des écosystèmes, c'est pas il faut, c'est genre je l'ai pas, c'est il faut, je les connais, j'en ai, ils sont là, j'ai juste à les rejoindre. Donc c'est pas compliqué, tu vois. Mais il faut que les gens sachent que ça existe. Il y a des groupements de business angels qui sont là pour aider les entreprises. Ils écoutent des pitchs et ils investissent dans 1, dans 2, dans 10, dans 50. Certains pas du tout. Et celui qui a envie de passer, il passe. Celui qui a envie de suivre sur un projet, il suit. Et voilà. Et ça se fait bien. C'est parfait. Merci. Voilà. Nous avons terminé cette psychanalyse. Nous allons revenir à votre parcours. À quel moment tu t'es senti entrepreneur? Est-ce que quand tu as commencé à te dire, par exemple avec Brass Life, est-ce que tu t'es tout de suite dit, ça va faire de moi un entrepreneur? Ou est-ce qu'au début, tu t'es dit, c'est un projet et... Dès le premier jour. Dès le premier jour. Dans ta tête, tu sais, c'est l'ego. Hein. C'est ça y est, je suis entrepreneur. Et ça, c'est vraiment un truc... Mais ça, c'est pas on n'y si passe tous. Bah, écoute, je suis pas sûre. Toi, c'est différent. Toi, t'es vraiment un personnage atypique là-dessus. Mais du coup, ne te contente pas. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant de... La majorité des gens qui arrivent dans l'entrepreneuriat, qui se découvrent que c'est quelque chose qui est fait pour eux, ils seront fiers. Et l'ego va les pousser à dire « je suis entrepreneur », sache-le. Et moi, ça a été le cas. Dès le premier jour, j'ai lancé mon premier projet, même si j'étais encore en train de faire son business model. Ben voilà, j'étais dans cette phase à devenir, mais je l'étais déjà, tu vois. Aux yeux des gens, non, mais moi j'ai lancé mon projet, tu comprends. Et alors là, j'en rigole et je me moque un peu de moi-même, mais j'avais ce discours plus ou moins maîtrisé, parce que j'étais pas non plus quelqu'un avec un ego surdimensionné, mais j'ai eu des phases où quand même mon ego a monté. Et quand je dis entrepreneuriat, ça l'a même fait dès le moment où j'ai découvert, parce que moi j'ai découvert tout ça grâce au marketing de réseau, le fait de découvrir qu'on peut échanger son temps contre non, pas son temps, mais son chiffre d'affaires contre de l'argent. Donc, entre guillemets, soit des commissions, soit ton propre chiffre d'affaires où tu gardes des marges.
et donc fait des profits derrière. Ça a été pour moi le déclic de me dire, ouais, je suis entrepreneur. Ça y est, je fais ça. C'est parti. Et donc, du coup, depuis cette période-là, je me considère entrepreneur. Et je le suis finalement réellement. Et je suis fier de l'être, même si je suis multi-entrepreneur. Je reste entrepreneur avant tout. Donc, j'ai un tempérament d'entrepreneur par nature, de vouloir créer des choses. Sauf que, avec le temps, je me rends compte que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, et que se créer des choses, demain, je le matérialise beaucoup plus à trouver les bonnes personnes qui vont le développer pour moi. Ok. Voilà. Et donc, l'argent que je génère, l'aisance financière que je vais en générer, de tout ce que je fais aujourd'hui et de ce que je continue à créer, va être pour me permettre de chercher ces bonnes personnes, de les déceler et travailler avec eux. Ok. Voilà. Hyper intéressant. Quand est-ce que tu t'es... C'était quoi tes premiers modèles, tes premiers exemples qui t'ont dit, ouais, l'entrepreneuriat, c'est ce qui me convient? Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, mais il y a de ça 10 ans, l'entrepreneuriat, c'était un peu, pas obscur, mais... Puis moi, j'ai vraiment commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Il n'y avait pas vraiment... on en parlait beaucoup moins, c'était très flou. C'était un peu... la case un peu vague, c'est-à-dire que tu mettais un peu tout dedans, on ne savait pas vraiment en quoi ça consistait, ce que ça impliquait. Comment tu t'es dit, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. Déjà, quel a été ton premier... En gros, je te fais le tout. Vas-y. Ça a commencé déjà, j'ai découvert le marketing en réseau, donc j'ai rencontré des gens. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 19 ans, je viens d'avoir 19 ans, février, un mois après mes 19 ans, donc ça fait plus de 10 ans. Je découvre le marketing en réseau. Ça fait 10 ans. 10 ans. Merci. Je découvre des nouvelles personnes et des personnes qui gagnent de l'argent, qui ont de la réussite dans cette industrie-là, que je connaissais pas du tout, mais qui me fait me rendre compte que je peux échanger mon temps, du chiffre d'affaires contre des commissions, donc gagner des commissions en vendant des choses. Et je vois qu'il y a des mecs qui ont beaucoup de réussite. Sauf que ceux qui ont beaucoup de réussite, alors au début, je m'ébahis. Je comprends pas, je me dis, waouh, incroyable, putain, je savais pas que c'était possible. Donc je pète mes plafonds de verre. Sauf que très vite, je comprends que ces mecs, ils ont rien de plus que moi. Ils sont comme moi, on est pareil, il y en a qui sont plus forts dans certains domaines, d'autres dans d'autres. On a tous des compétences différentes et on a tous des fonctionnements humains différents. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui est plus bête, il n'y en a pas un qui est plus intelligent, c'est un ensemble. On est tous à peu près proportionnés pour pouvoir faire des choses. Voilà ce que je voulais en dire. C'est une question d'action et de faire. Et je vois que certains gars qui ont le plus de réussite, c'est des mecs qui commencent à toucher à d'autres choses à côté. Donc, qui touchent à ce côté entrepreneuriat, qui créent des projets, qui créent des idées. Et c'est là où je tombe un peu dans cet univers de l'entrepreneuriat, de comprendre ce qui se fait. Et en fait, chaque fois que j'échangeais avec ces mecs-là, il y avait toujours des éléments qui parlaient de leurs activités à côté, ou de compréhension fiscale, ou de compréhension... de business ou de compréhension d'opportunités ou de compréhension, bref, tu sais, des fois ces petits trucs qui te permettent de faire de l'argent. Et à chaque fois, je comprenais très vite. Et je me suis dit, putain, mais je suis pas con du coup, je devrais pouvoir y arriver. Et donc à partir du moment où j'ai accepté l'idée que j'étais pas moins qu'eux, mais que j'étais comme eux, et que j'étais en capacité d'eux, c'est là où j'ai vraiment amorcé le pas pour mes projets et mes envies. Avec les challenges qu'on a parlé, notamment avec le premier projet de bracelet, mais je savais qu'avec le temps, ça allait le faire. En fait, finalement, il n'y avait pas d'autre sujet que la réussite au bout, parce que c'était qu'une question de faire le taf. Et quand tu fais pas le taf, et que tu t'en rends compte, parce qu'il faut s'en rendre compte déjà, et que tu t'en rends compte, tu adaptes, et tu adaptes, et tu adaptes, et tu cherches des solutions. Et j'ai toujours été de ceux qui testent plein de trucs. Alors, pas toujours tout tester directement, je sais qu'il y en a qui sont 100 fois plus rapides, mais on me laissait porter aussi par les opportunités. Donc, tester plein de choses, et voir où ça mène, et ce que j'en ressors. Et surtout, voir ce qui me plaisait aussi. Et du coup, ça a commencé vraiment grâce à ces contacts-là que j'ai rencontrés, dont je me souviens encore, qui, eux, sont entrepreneurs à côté, aujourd'hui ont beaucoup de réussite dans leurs activités aussi entrepreneuriales à côté, qu'ils n'avaient pas autant à l'époque, même s'il y avait quand même une certaine réussite à une certaine hauteur. Et je vois que j'ai rien à leur envier aujourd'hui, tout comme je pense qu'ils n'ont rien à m'envier non plus. Et je suis reconnaissant de les avoir croisés, en fait, finalement, dans mon chemin. Ils m'ont beaucoup apporté. Et ça, lié au côté développement personnel, qui m'a permis de prendre confiance aussi en moi et découvrir ce qu'est le leadership, ce qu'est la gestion des émotions, ce qu'est tout ça. Ouais. Mais je pense que tu touches un point essentiel, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quand tu commences à mettre le pied dedans, d'un seul coup, comme tu l'as dit, tu éclates tous tes plafonds de verre et tu considères d'un seul coup des possibilités
qui ne t'avait jamais semblé accessible. Le risque à ce moment-là, c'est de s'éparpiller et d'être en totale effervescence, d'être partout mais nulle part à la fois. Et c'est là où c'est dangereux et c'est là où je trouve que c'est important, en effet, de combiner son expansion à du développement personnel pour justement, à un moment, se recentrer et pouvoir aussi apprendre à dire non à certaines opportunités. Non pas qu'elles n'ont pas de potentiel, non pas que on ne pourrait pas faire quelque chose de bien avec, mais simplement, à un moment, savoir aussi... où mettre l'énergie, quoi. Où mettre l'énergie et comment prioriser. On parlait de focus tout à l'heure. Ouais. Et finalement, c'est exactement ça. C'est dans un même business, la réalité, c'est que tu as 100 façons d'aller chercher des clients. Mais oui. Et rien les que ça, clients ont même de développer ton truc. Oui, c'est ça. Mais bon, admettons, le principe, c'est ramener des clients qui fait que ça se développe. Plus tu as de clients, plus ça va se développer. Donc, cette acquisition, c'est faire de la vente, vendre. Y a tellement de façons de faire que, pareil, on a envie de mettre tout en place en se disant ça va marcher, ça c'est plus long terme, ça c'est plus court terme. Bon. Alors qu'en fait, finalement, il faut se concentrer sur un et le faire bien, tout court, et voir ce qui en ressort. Et ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est là où tu switches et que tu vas sur quelque chose. Mais au moins, tu auras fait le taf et tu auras su si oui ou non ça marchait. Et des fois, en fait, ça marche juste pas parce que tu n'as pas assez creusé et tu maîtrises pas encore cet élément-là en détail pour savoir où est-ce que ça marche pas. Mais avec le temps, ça se fait. Et donc, c'est en faisant qu'on apprend l'expérience. Donc ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un de quoi devrait se méfier quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat? En fait, se méfier, en vrai, faut même pas se méfier. Tu y vas, tu fonces et tu vois, parce que de toute façon, il y a tellement de choses qui vont mal se passer. De toute façon. Donc, se méfier, ça va juste te paralyser et t'empêcher d'avancer et de pratiquer. Alors que de toute façon, c'est parce que tu pratiques que tu deviens meilleur et que tu comprends. Tu peux pas comprendre si t'as pas fait. On peut te le dire 10 fois, 100 fois. Tu vas jamais comprendre. Alors que quand tu l'auras fait, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Putain, j'ai été con. Bah oui, mais au moins, t'as compris. T'en as fait l'expérience. Parce que t'as fait. Et donc, il n'y a pas tellement de choses à faire attention. C'est vas-y, fonce. Et puis, de toute façon, tu verras bien. Après, bien sûr, t'évites de poser ta maison en garantie d'un business que tu ne connais pas et que tu ne sais pas faire. Ne faites jamais ça. J'exagère le trait, mais... D'ailleurs, tu vois même si vous êtes en compétence... Oui, voilà. Mais il n'y a pas tellement de choses à ne pas faire. C'est vraiment, tu fonces et tu fais. C'est ça, vous ne le faites pas. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet que toi, tu voudrais aborder? Quelque chose que tu aimerais nous raconter de ton parcours, de ton passé? Quelque chose qui t'a appris ou qui, tu penses, pourrait apprendre à d'autres? Je peux reprendre mon parcours, puisqu'on n'a pas du tout allé au bout. On a à peine commencé, effleuré par moments et passé sur autre chose à chaque fois. Je peux reprendre la chronologie. Et oui, mais ça fait un peu CV, non? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout, parce que tu vas voir comment je le partage. C'est pas juste un CV, c'est comprendre quel a été le chevauchement d'idées. Ok. J'accepte s'il y a des anecdotes. Je vais donner du détail, ouais. Ok. Ouais, je peux. Alors, après, je pense que tu en connais beaucoup de ces anecdotes. Oui, mais moi, mais je suis pas toute seule. Ah, ok, donc elle a dit pour vous voyez un peu la bonté de cœur. Non, mais moi, je le sais, je le connais quand même. Donc, non, ça a commencé étudiant. Alors, je reprends même un peu plus en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui en regardent, qui, je pense, sont étudiants. Et moi, quand j'étais étudiant, donc je suis arrivé au lycée. Au lycée, j'ai fait ma seconde. Première, je suis passé en première sciences de l'ingénieur. Je ne sais pas si c'est toujours le nom, mais en tout cas, c'était ça à l'époque. Et en sciences de l'ingénieur, en plein milieu d'année, je me dis, mais en fait, je suis un tueur en maths, c'est bien, mais le reste, est-ce que je m'en fous? La mécanique, le machin, le truc. L'informatique me plaisait, tout ce qui est informationnel, tout ce qui était lié à la technologie aussi. Tout ce qui était mécanique, mais c'était pas mon truc, quoi. Et physique-chimie, j'aimais bien, mais qu'est-ce que j'étais nul. Enfin, tu vois, plein de choses comme ça, finalement. Et donc, je me suis dit, bon, ce science de l'ingénieur, c'est peut-être pas fait pour moi. Donc, on va aller plus vers quelque chose qui peut me correspondre. À cette époque-là, je me souviens, tu sais, tu vas au truc du CPE, le CPE, il te dit, ah oui, bon, faudrait peut-être faire un test comment ils appellent ça, un test de ce qui te galvanise, de ce que tu as envie. Et donc, je fais ce test. Ce qui ressort, c'est que je suis quelqu'un de... Pourtant, j'étais timide à l'époque, très timide d'ailleurs, relativement, parce que c'était déjà une période où ça remontait, donc c'était le mieux. Tu vas au CIO, au vrai CIO, Centre d'information et d'orientation. Ah non, c'était pas ça. C'était vraiment avec le CPE. Et finalement, ressort que je suis quelqu'un qui est plutôt lié pour le relationnel. Donc, on commence à me parler de... Comment ça s'appelle de management. STMG, trucs comme ça, okay. Tu vois. STMG, je dis, non, moi, je veux rester en général, mais
Mais c'est Sciences quoi de qui s'y l'ingénieur, rapproche? c'était général? C'était Oui, pas oui. les filières pro? Non, en général. Ok. Et du coup, sciences économiques et sociales. Ok. Pourquoi? Parce que tu as le côté social. Ok. Ok. Économie, je connaissais rien. Donc, on se lance. Et je dis, ok, let's go, vous inquiétez pas, je vais faire le tas, je vais rattraper. Il fallait que je rattrape 6 mois. Le et donc, fameux SES. Ouais. Et il fallait que je fasse les 6 mois restants en rattrapant en même temps les 6 mois passés. Et que je fasse office comme si je savais déjà les 6 mois passés dès le début. Hein. Donc bref, ça a été une petite aventure. Mais j'étais pas mauvais en cours. J'étais quelqu'un qui était très vite à détourner son attention, et à faire potentiellement le con quand tout le monde le faisait. Mais j'étais le gars gentil quand même, le gars qui est plus ou moins avec des facilités, mais qui est pas un gros bosseur, quoi. Alors, pas du tout. Ça change pas aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je commençais Vous savez, ce ce mec qui vous faisait rager parce que vous étiez en train de bûcher comme des fous, alors que le mec à côté avait déjà tout compris. C'est moi. Et en mathématiques, c'était encore plus flagrant. C'est-à-dire que tous les gens de la classe, à chaque fois, alors en sciences de l'ingénieur, j'avais un tueur avec moi, un génie, quelqu'un que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie aussi toujours beaucoup. Perdu de vue et tout, mais bon, c'est la vie. Il s'appelle Simon. Et si un jour, Simon, tu vois ce contenu, sache que j'ai beaucoup de respect pour toi parce que ce mec, c'est un génie. Mais vraiment, en maths, moi, simple, j'ai eu 20 au bac en option maths. Et en fait, je suis le genre d'esprit, si je n'ai pas compris, je ne lâche pas le prof tant que j'ai pas compris. Et dès que j'ai compris, terminé. C'est bon, Après, je peux t'en faire 50, j'aurai pas d'erreur et c'est OK. En tant que... là, c'est mon regard de prof qui me fait dire ça. Tu as une aisance avec les chiffres, tu as un don avec les chiffres. C'est quelque chose d'inné. Vraiment, c'est pas quelque chose d'acquis. Les nombres, ça te parle. C'est très facile pour toi. Tu as une aisance avec ça et c'est génial. Bon, ben voilà. C'est vraiment génial. Et donc, du coup, finalement... Non, mais je dis ça pour rassurer les nombreuses personnes qui... Oui, donc c'est pas le cas, mais c'est Ouais, OK. ouais, Vous êtes y a des très personnes, philosophe, c'est très bien. Bien sûr, et chacun fait avec ses atouts et les nombres font partie de tes De atouts. toute façon, ici, il n'y a pas de jugement. Non, mais exactement. Donc, en l'occurrence, je lâche pas le prof tant que j'ai pas compris. Et en fait, ce qui m'a vite... quand j'étais encore en sciences d'ingénieur, ce qui m'a vite impacté, c'est que j'ai vu que lui, il comprenait tout avant moi. Et j'étais là, mais putain. Et du coup, je me mettais toujours en challenge. Vas-y, je vais le niquer, quoi. Je vais y aller mieux, je vais faire ça mieux. Et donc, c'était de let's go. l'ego, là. C'était de l'ego, mais c'était de l'ego challengeant positif, parce qu'en final, je l'adorais, tu vois. C'était quelqu'un à qui j'avais beaucoup de respect, et c'était pas mal, tu vois ce que je veux dire. Mais c'était mon côté challenger, quoi. Vraiment, je voulais finir avant lui. Et ça me poussait, quoi. Et finalement, il y avait pas mal de moments où j'arrivais à arriver plus ou moins égal sur ça, mais dans tout le reste, il me démontait. C'était un génie général. Moi, j'étais génie des maths, mais lui, génie général, finalement. Et d'ailleurs, piano, c'est un incroyable pianiste. Et du coup, quand je fais cette transition vers SES, au lycée, en première, milieu d'année, j'arrive dans une classe où eux, les maths, alors, il y en avait qui étaient bons, mais... C'était pas leur domaine. Ah ouais, moi les pauvres. Et oui, donc du mais coup, tout une fois que j'avais des compris, j'étais plus à aider les autres. Alors pourquoi j'ai dit cette anecdote-là, je ne sais plus, on s'est perdu en chemin. Mais en tous les cas, j'allais les aider et j'étais un peu vu comme Jérôme et tout, il comprend trop vite et tout, il est trop intelligent. Alors en maths, oui. Dans le reste, c'était autre chose. Parce que j'étais pas studieux, parce que l'histoire, faut apprendre, il faut l'intégrer, c'est de la connaissance, c'est pas juste de la logique. Les maths, c'est de la logique. Donc, moi, je suis comme ça. Logique, ça allait. Tout ce qui était connaissance, ça me demandait du taf, mais j'essayais toujours de m'en sortir avec plus ou moins des étapes moyennes, voire moyennes hautes, pour continuer à être OK avec les résultats et pas avoir de soucis, quoi. Et pas avoir à trop bosser non plus, parce que si j'avais des trop mauvaises notes, ça m'obligeait aussi à bosser. Donc, mon côté fainéant m'a incité à être bon, finalement. En tout cas, à une certaine mesure. Bref, du coup, lycée qui se passe comme ça, je valide mon bac relativement aisément, j'ai eu mention assez bien, donc j'ai pas eu trop de soucis. Bac ES, du coup. Ouais, bac ES, avec 20 du coup en maths, avec spécialité maths, donc c'était 9 de coefficient je crois, et j'ai eu 20, donc t'imagines comment ça m'a remonté tout. Tu pouvais avoir des mauvaises notes ailleurs. J'ai eu un 5 je crois en français, et un 5 en histoire, des dingueries comme ça, alors que je suis pas mauvais en français. Et en SVT j'avais pas SVT du coup. Mon Dieu. Je crois. Je crois que tu n'avais pas SVT en effet, parce que tu étais en ES. En ES, il n'y avait plus SVT. Je l'avais en sciences d'ingénieur, mais je l'avais plus en ES.
Donc, T'es passé à côté de la meilleure matière. non, mais moi j'aimais bien les SVT, mais j'étais bon d'ailleurs en SVT, mais en chimie j'étais moins bon. Donc bon, fallait Mais faire c'est un choix. normal, les SVT, c'est la SVT. Et donc, C'est la meilleure des sciences. je valide mon bac, Avant les maths. et j'arrive à l'université. Là, c'est dans cette première année d'université. Alors, à savoir, petite anecdote. Université de quoi? DUT technique de commercialisation. Où ça? À Évreux. Puisque, en fait, indirectement, des années en arrière, sans se connaître, on s'est croisés sans savoir. On était dans la même Ouais. résidence universitaire pendant au moins une année. Incroyable. Et bref, À un étage d'écart. à un étage d'écart, au même endroit, quoi. Donc, c'était assez drôle. Et bref, du coup, en l'occurrence, je rentre à l'université, DUT technique de commercialisation. Et pendant cette année-là, c'est là où je découvre le marketing de réseau. C'est là où je développe des paliers de verre qui explosent. Mais à cette époque-là, j'ai toujours été pendant très longtemps, à l'époque du lycée, jusqu'au, on va dire, milieu du lycée, j'ai toujours été très petit. C'est-à-dire que j'ai eu un retard de croissance de 3 ans qui m'a suivi au fur et à mesure de ma croissance, qui a fait que, parce que je suis prématuré, qui a fait que j'ai toujours combattu, entre guillemets, comment on appelle ça, tu sais, Un complexe. un complexe d'infériorité à cause de ma taille, et essayer de faire en sorte que je m'accepte finalement. Mhm. Et arrivé un moment où j'ai grandi, où je me rapprochais de la moyenne, même si j'étais encore plus petit, mais je me rapprochais de la moyenne. Arrivé à l'université, je commence à continuer à prendre confiance, puisque j'avais plus Mais de c'est complexe. peut-être pour ça alors. Je t'ai pas vu. Oh là là. Je retire, c'était une blague. Oui, mais une c'était blague. drôle, c'est bon. T'inquiète pas, je suis pas complexé aujourd'hui. Je sais ce que je vaux, donc c'est pas le souci. Et je sais que tu es avec moi, n'est-ce pas? Oui, on est dans la Voilà. même équipe. Donc tu m'as vu, Ah bah oui. et t'as vu que moi. Et ouais, paf. Et oui. Non mais bon, pour passer la blague, université, je continue à prendre confiance en moi. Je connais pas du tout le développement personnel à cette Jérôme. époque. Hein. Arrête, je connais pas le développement personnel à cette époque, puisque je connaissais pas le business, je connaissais pas tout ça. Et dans ma tête, quand j'arrive en DUT, je veux être commercial, parce que c'est pour ça que j'ai fait un DUT technique de commercialisation, accessoirement parce qu'il était censé être en international. Finalement, leur côté international, il était pété, c'était pas la première année, c'était la deuxième année. Donc en fait, tu avais une année qui servait à rien, et j'y suis allé pour rien, parce que j'ai même pas fait la deuxième année internationale, parce que je m'étais senti arnaqué, quoi. Et je voulais pas m'impliquer plus, j'avais pas besoin, donc j'avais commencé le business à cette époque-là. Donc première année qui commence, milieu d'année, donc je découvre le marketing de réseau, je commence à péter mes plafonds de verre, je suis encore étudiant, je commence à gagner de l'argent, et à gagner plus que mes profs. Et alors là, l'ego là, skyrocket. C'est-à-dire qu'il a vraiment pété les scores, mon ego. Alors je suis quelqu'un de gentil, plutôt posé, et pas spécialement à me sentir supérieur à autrui. Alors là, je m'étais senti supérieur à autrui. J'ai gagné, ça m'arrivait de gagner des 2000 balles par week-end. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne s'est pas rencontrés à l'époque. Oui, ça m'arrivait à... C'était pas le moment. Exactement. Ça m'arrivait de gagner des 2000 balles par week-end, et j'allais en cours et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Et puis il y avait forcément des jaloux, parce que j'étais dans un comportement qui était pas, qui pousse pas à se faire des amis des fois. Et ceux qui avaient plus fort caractère étaient jaloux, et bref, ça créait du conflit. Est-ce qu'ils étaient jaloux? Enfin, est-ce que toi, tu percevais cette jalousie, ou est-ce que c'est toi qui manquais d'humilité et du coup, tu le raccrochais à ça? C'est les deux, parce que c'était des personnes qui, par nature, sont comme ça. Et en fait, c'est juste que... À l'époque, en tout cas, on ne sait pas ce qu'elles sont maintenant, on leur souhaite le meilleur. Mon comportement a exacerbé ça. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a des gens où, même alors que je suis hyper humble, en tout cas, j'essaie et je m'efforce, il y a des gens qui arrivent à être jaloux et à avoir leur jalousie qui ressort vis-à-vis d'un profil comme moi, parce que je fais les choses bien, tu vois. Et donc, en fait, là, à l'époque, c'était un peu différent, parce que je parlais tout le temps argent. Parce que tu fais au mieux que tu peux. Oui, mais t'inquiète pas, je sais où j'en suis. Oui, mais c'est important, parce que là, faut pas oublier que toi, tu dis ça, moi, je te connais. Non, mais je garde le fil pour les personnes, parce que là, sinon, on va les perdre, et c'est pas sujet. Ils m'ont vu dans plein d'interviews, ils m'ont vu dans plein de choses. C'est travail. C'est un travail constant, bien sûr. Et donc, à cette époque-là, c'était pas le cas. C'est-à-dire que je parlais tout le temps argent, j'étais trop fier. Avec les gars qui faisaient du business avec moi, on se la pétait un peu. Et en fait, je suis passé de jeune garçon à jeune homme en très peu de temps, malheureusement avec l'ego. Et finalement, j'ai une croissance rapide, humaine, personnelle, mais avec l'ego. Et par chance, le business qu'on faisait à l'époque s'est cassé la gueule. C'était ma première perte financière. Alors, tu peux perdre parce que tu n'arrives pas à gagner et que tu n'es pas bon et que tu dépenses, machin. Mais là, c'était des pertes
Pas de ce type-là. C'est-à-dire que arrêt des revenus, plus rien. Niveau de vie que j'avais augmenté par ego, qui, du coup, il fallait redescendre, mais que j'ai pas tout de suite redescendu. Donc finalement, je me suis retrouvé avec... À vivre au-dessus de tes moyens. Vivre au-dessus de mes moyens, avec un ego surdimensionné qu'il fallait que je remette à sa place, et avec des gens à qui je manquais de respect il y a peu, parce que je gagnais plus qu'eux. Et que là, je gagnais plus qu'eux. Eux gagnaient plus que moi. T'as déjà dit à un de tes profs, de toute façon, t'as rien à m'apprendre, je gagne plus que toi? Non, je ne l'ai pas dit aux profs. En tout cas, là, je pense à une classe en question où j'arrive en cours, dans ma tête, je me sentais plus, tu vois. Tony Montana. Ouais, alors que le prof, il bossait en banque, il gagnait pas trop mal sa vie, tu vois. Mais je gagnais quand même plus que lui. Et c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, ce prof-là. Et finalement, dans la classe, la fameuse personne qui est hyper jalouse et tout, sort, bah ouais, mais elle est où ta Ferrari? Et je lui sors un truc du style, bah et toi, la tienne, elle est où? Ouais, tu vois. Et bref, j'étais trop fier, tu vois. Et les gens, ils étaient là, waouh, truc de fou et tout. Bref, c'était allé en conflit, presque clash. Enfin, globalement clash. Et dans ma tête, je me dis, mais elle est folle, elle fait rien de sa vie, machin. Alors que moi, je fais et tout. Donc là, tu vois, l'ego était très présent. Est-ce que, à ce moment-là, la personne que tu étais à ce moment-là, associait le respect qu'on devait à quelqu'un à l'argent? Peut-être qu'il y avait de ça. Hein. Peut-être qu'il y avait de ça à cette époque. Mais c'est surtout que moi, je te manque pas de respect. Je parle pas mal de toi, je te parle pas mal. Viens pas m'emmerder alors que t'es personne. Dans ma tête, c'était ça. Tu vois. Mais cette pensée de te dire, oui, je perds mon temps en cours avec des gens qui gagnent moins que moi. Alors non, c'était pas lié à l'argent, mais qui faisaient pas les efforts, qui faisaient pas d'autres choses pour faire plus, tu vois. Donc en fait, il y avait une double notion de travail supplémentaire pour faire le taf et notion de moi je m'épanouis et je te manque pas de respect à la base. Certes, j'avais l'ego, mais je suis pas venu t'agresser. Ah, t'es nul en fait, tu vois. J'étais pas dans ce tempérament-là non plus. J'avais un ego, je me montrais de plus en plus, etc. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est relatif. Hein. Mais bref. En tout cas, cette personne-là avait un tempérament qui était par nature jaloux. J'ai jamais réussi à m'entendre, même plus tard, alors que j'avais... Donc justement, dans ce parcours, j'ai repris de l'humilité, je me suis remis en place, j'ai réduit mes revenus, je me suis réaligné avec moi-même, j'ai continué beaucoup plus le développement personnel pour essayer de comprendre à quelle hauteur est-ce qu'on doit se placer, quelle est la place de l'humilité, quelle est la place de la gestion des émotions, quelle est la place de la gestion de l'ego. Et cette personne-là, même si après on a eu des échanges cordiaux, elle a toujours été avec une jalousie qui fait que, tu vois, tu sens que c'est des gens, t'as beau parler avec eux cordialement, tu sens qu'ils t'en veulent, quoi. Mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas de la jalousie, c'est peut-être de la rancune. Non. Elle n'était pas rancunière, en vrai. Elle n'était pas avec d'autres personnes où il y avait pu avoir ce genre de choses. C'est vraiment quelqu'un qui avait du mal avec moi, simplement. Et j'en ai eu plusieurs comme ça dans ma vie. Et à l'IUT, je me souviens spécialement de 2 qui ont été dans ces situations-là. Et bizarrement, trop chelou, plus tard, ces 2 se sont mis ensemble. Ils sont sortis ensemble. C'est un truc de fou. Bref. Bah parce qu'ils étaient, eux, sur la même longueur d'onde. Ouais. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que... Moi, je suis vraiment ravie, par contre, de ne pas t'avoir connu à cette époque. En tous les cas, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a quand même des moments où cet ego va monter. Et moi, il était monté vraiment fort. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on peut dire que t'étais qu'un sale con à ce moment-là? Ouais, mais j'étais qu'un sale con et c'est ce que je dis. Là, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, c'est vrai, mais en général, je le dis. Et j'étais littéralement un sale con, tu vois. J'étais un petit con plus. Parce que j'étais pas méchant pour être méchant. J'étais méchant quand on s'en prenait à moi, tu vois. Et quand on était mauvais avec moi. Mais sinon, je ne l'étais pas spécialement. J'étais dans mon coin, j'étais dans ma bulle, je parlais tout le temps argent. Je pouvais avoir un tempérament peut-être un peu... hautain parce que ce que je dégageais était dans ce sens-là, parce que je parlais toujours argent, toujours ci, toujours ça, en mode ouais, lui il a fait ça, c'est trop bien, je comprends pas les gens qui font rien, enfin tu vois. D'ailleurs, je fais une aparté par rapport à ça. Le travail justement que les gens ont du comportement face à l'argent, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se met en place. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mais ça c'est sociétal, et surtout en France d'ailleurs, en France plus que dans d'autres pays. On a appris que l'argent c'est mal, bah oui. On nous inculque que oui, c'est ça, que l'argent ça pervertit, que l'argent c'est le vice, qu'avoir trop d'argent c'est qu'on ne l'a pas gagné de manière louable parce que ça n'existe pas, alors que si. Mais on nous a vraiment... inculquer le fait que l'argent avait une valeur basse, voire négative. Et c'est vrai que c'est compliqué derrière d'avoir quelqu'un qui, soit justement parce qu'il va parler d'argent par ego, soit parce qu'il a fait ce travail sur lui-même de son rapport à l'argent. Et dans ce cas-là, c'est parce qu'il est aligné. Mais il y en a tellement qui n'ont pas fait ce travail qu'on va vite associer quelqu'un qui parle beaucoup d'argent
a de l'ego. Et je reviens sur un truc, parce que tu vois, tu connais Roman, un ami d'ailleurs qui est au Portugal. Incroyable. Quand je suis arrivé au Portugal, je me suis installé à 3 maisons de chez lui sans savoir où il habitait à l'avance. Bref, un hasard de ouf. Et c'est grâce à lui notamment, enfin c'est un des éléments qui nous a poussé à venir au Portugal avec mon associé à l'époque. Et lui était à l'IUT. Il m'a connu dans cette époque-là. Et pour autant, c'est pour te montrer quand même l'instar, j'avais beau avoir ces comportements-là, avec lui, je me suis toujours super bien entendu. Et on s'est jamais manqué de respect, même si j'ai eu l'ego qui avait monté. Parce que c'était quelqu'un qui était aligné, tu vois. C'est quelqu'un qui est foncièrement bien avec lui-même, c'est quelqu'un qui a pas de problème avec les gens, c'est quelqu'un de gentil. Et pour autant, un bon charisme, tu vois, parce qu'il est quand même assez charismatique, mine de rien. Ah, mais c'est quelqu'un qui rayonne. Je trouve qu'il a une très très belle aura. Et pour le coup, moi, je le kiffais. Et même si j'étais avec cet ego-là, bah, tu vois, ça passait super bien. Et mes potes de l'époque, je m'entendais super bien avec, même si j'avais cet ego. Donc, tu vois, j'étais pas un connard fini. J'étais un petit con par moment avec les gens qui dérogeaient, entre guillemets, et qui avaient ces émotions diverses et variées avec eux-mêmes, qui reflétaient forcément sur moi, que je leur faisais refléter. Mais finalement, bon, j'étais pas le pire mec du monde, quoi, pour un peu temporiser. Tu l'étais peut-être pour certains, mais pas pour tous. Bah, pas pour tous, et pas pour la majorité, quand même. Heureusement. Sur une minorité, oui, et c'est OK. Quoi qu'il arrive, ça se casse la gueule, je me réaligne. Cette période d'égo, elle a duré combien de temps ? Elle a été croissante, donc... à peu près 1 an ? Un peu moins, ouais. Un peu moins d'1 an ? Oh, quoique, presque 1 an. Est-ce que tu crois, à cette époque-là, que si un peu moins. Le business dans lequel tu étais ne s'était pas cassé la gueule, de toi-même, tu aurais pu avoir cette prise de conscience ou c'était pas possible à ce moment-là ? En fait, c'est... Est-ce que tu avais la maturité à ce moment-là de te rendre compte ? C'est ce que je considère comme une vérité avec le temps. C'est que quand tu es sur ton premier succès, et c'était mon premier vrai succès, en tout cas financier, et que tu n'as aucune valeur de ce que ça représente, de ce que c'est, de tout ça, en fait. En fait, tu vois, si tu continues de monter et que quelqu'un te rencontre pendant cette phase de montée et que ton ego se développe, il va être exponentiel en même temps que tu as monté. Plus tu vas monter, plus ton ego va être exponentiel et plus ça va être des dingueries. Et en fait, si tu rencontres quelqu'un dans une étape où il est justement sur ses hauteurs, entre guillemets, d'ego, et qu'il n'a jamais perdu, ou qu'il n'a jamais échoué à cette étape-là, ça va être quelqu'un d'exécrable. Plus c'est haut, plus ce sera exécrable. Et la preuve, même avec moi qui me considère comme étant une bonne personne et quelqu'un de relativement aligné, à cette époque-là, je connaissais rien de tout ça, tu vois. Donc, j'étais exécrable, pour certains. Donc, la réponse à la question... c'est, je sais pas, je pense que oui à un certain moment, mais il m'aurait quand même fallu un challenge, une étape un peu difficile pour que je me remette à ma place. Okay. Ça aurait pu continuer peut-être 1 an de plus au moins, sans que je me remette en question. Et si à cette époque-là, tu avais eu quelqu'un qui te l'avait dit, est-ce que tu aurais été en capacité de l'entendre ? Que des personnes que je pouvais considérer mieux que moi, donc des personnes qui étaient dans le business, des personnes qui auraient des résultats que je n'ai pas, etc. Un de tes proches qui t'aurait dit écoute, là, je trouve que tu as changé. Et non, parce que c'est ce que me disaient déjà mes proches à un moment. J'ai été un petit con, et avec les proches, ça y est, échappe pas. Hein. Est-ce qu'on s'excuse après, quand on a eu un comportement comme ça, et qu'on s'en rend compte, et qu'on travaille sur soi ? Est-ce que... Ça dépend, si tu les as pas impactés négativement, si tu les écoutes juste pas, ça va. Mais moi, j'ai pas été mauvais avec eux. Même si, enfin ma famille, j'entends. Donc j'ai pas eu besoin de m'excuser. Mais ils ont vu l'évolution, ils ont vu qu'après je me suis réaligné, et voilà. Mais non, je l'aurais pas fait de... Moi, je pense que parfois, ça peut valoir quand même le coup. Donc toi, très bien, ça s'est bien passé, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à chacun. Moi, je pense que malgré tout, n'ayez pas peur de vous excuser. Comme dit le dicton, je l'ai déjà dit, mais c'est un dicton qui me tient à cœur. La fierté, c'est l'excuse de ceux qui n'aiment pas assez. Et parfois, quand on n'écoute pas les gens, ça peut aussi les blesser, parce que... ils ne se sentent pas, eux, entendus, ils ne se sentent pas considérés à ce moment-là. N'ayez pas peur de vous excuser si vous avez mal agi, si votre comportement n'est pas en accord avec ce que vous êtes ou avec ce que vous voulez projeter. N'ayez pas peur de vous excuser. Parce que des fois, ça peut aussi... l'erreur est humaine, n'importe qui, tu vois, même si aujourd'hui, tu as cette prise de recul, tu vois qu'à une certaine époque, t'étais pas bien. Et quand on s'en rend compte, ça peut aussi passer par une phase d'excuse et il faut pas en avoir peur. Ouais, c'est OK. En l'occurrence, là, j'ai pas eu besoin et ça s'est bien passé relativement après. J'ai même eu la chance en partie, même si j'écoutais pas trop les conseils ici et là, qui pour moi n'étaient pas pertinents et qui, avec le recul, c'est OK de pas les avoir écoutés.
ça s'est bien passé parce qu'ils ont vu ma croissance, ils m'ont malgré tout soutenu. Ils savaient que j'étais pas bête. Merci, gratitude. Oui, c'est ça. Mes prises de décision ont été relativement bonnes malgré l'ego à certaines époques. Et puis les erreurs que j'ai faites m'ont permis de grandir. Donc dans tous les cas, c'était que positif. Donc ego qui réduit, je continue mon DUT. Pendant le DUT, c'est là où je commence sur la fin du DUT, je commence à me dire, vas-y, il faut que je développe mon propre projet. Donc, je commence à travailler dessus. Ça commence. Ma transition, après, donc, fin du DUT. Je valide mon DUT et finalement, je commence à travailler. J'étais en alternance. J'étais en stage en fin de DUT et je me suis fait recruter pratiquement dans la société où je faisais mon stage. C'est-à-dire, je suis arrivé stagiaire, commercial et manager en l'espace de quasi 2-3 mois parce que je faisais le taf et j'étais pas mauvais, donc j'accompagnais des nouveaux alors que je finissais pratiquement mon stage, enfin un peu de temps après. Pendant l'été, j'ai continué en fait. Et en fait, j'étais pas mauvais, tu vois. J'étais même bon, j'étais bon manager. Donc en fait, je suis très vite monté en compétence parce que j'avais cette expérience du marketing de réseau à côté que j'ai pu appliquer. C'était du porte-à-porte pour vendre de l'assurance. C'était un courtier en assurance. Rien de compliqué en soi, juste dur de taper des portes. Et ça a été une école incroyable. Taper des portes, c'est affreux, hein. J'ai eu pire expérience de ma vie et que je me souviens encore tellement c'était impactant. Je tape à une porte dans un immeuble, tu repérais les immeubles où pouvait y avoir du monde pour être efficace, etc. sur un temps réduit. Et quelqu'un qui répond, qui ouvre d'un regard noir. Je crois que c'est le pire regard noir que j'ai vu de ma vie. J'en ai vu un autre, mais ça c'est une autre anecdote. Un des pires regards noirs. J'ai eu 2 regards noirs comme ça de ma vie. Donc c'était vraiment une haine. Vraiment, c'était une haine. Le regard noir qui tue, quoi. Et là, moi, c'était dans mes débuts, en plus, à l'époque de ce stage et tout. Le mec, il me dit, on veut rien. Bah, il me ferme la porte au nez, alors que j'allais commencer à parler, à m'avancer. Et la porte qui s'arrête juste là. Oh. Et là, j'entends la dame, mais non, mais t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Le pauvre, il a rien fait et tout. Et là, elle rouvre la dame, elle s'excuse, oh, je suis désolé. Je fais ok, écoutez, non, mais je vais vous laisser grave. Finalement. Ça va bien se passer. Bonne continuation. Et je fais ok, non, tout va bien. Puis là, je commence à continuer vers les autres étages, du coup, mais dans ma tête, j'étais choqué, quoi. Et ça, je me souviendrai toute ma vie. Donc, le porte-à-porte permet de faire face à l'échec de manière tellement récurrente et tellement forte qu'en fait, ça te forge. Et ça m'a forgé au non. Aujourd'hui, si je dois aller chercher quelque chose, j'irai le chercher. J'ai pas de... Le non, il me dira non. Il me dira oui, il me dira oui. C'est la loi des nombres, en fait, finalement. Donc ça, j'ai plus tellement de peur vis-à-vis de ça, grâce à ça. Tu as réussi, grâce à cette expérience, de te détacher de l'impact personnel, de te dire c'est pas une affaire personnelle. Et voilà. Du non, en fait. Je me raccroche à ce qui est pragmatique. Je suis cartésien et... Ça m'a conforté dans cette idée de pragmatique, alors que je l'étais déjà, évidemment. C'est quelque chose que j'ai de base. De tempérament, en effet. Mais ça m'a conforté dans cette idée de faire les choses bête et méchant, et puis tu continues, tu déroules, quoi. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai arrêté, en m'installant, donc du coup, à Rouen, après Évreux, donc du coup, j'ai commencé à retourner en université. En fait, j'avais commencé mon entreprise. Donc pendant l'été, j'avais bossé. Pendant ce temps-là, il fallait que je cherche une alternance parce que c'est en alternance que j'allais faire une licence pro commerce international. J'ai jamais trouvé cette alternance, donc j'ai fait 3-4 mois de cours. Et puis après, on dit non, mais tu peux pas rester, sauf si tu payes l'université pour faire tes cours. Non, je crois que même là, on pouvait pas. J'étais boursier, mais en fait, pas en alternance. Une alternance, tu dois trouver ton alternance. Okay. Donc, je pouvais pas rester sur ce cursus qui était que alternance. Donc, du coup, j'ai arrêté. Donc, premier échec d'études. J'avais jamais eu d'échec d'études. Et c'est là où je me suis impliqué beaucoup plus, que j'ai fait du porte-à-porte ce coup-ci pour tout ce qui était énergie renouvelable, que je suis rentré après en joaillerie, alors horlogerie puis joaillerie, parce que c'est de l'horlogerie qui m'ont déniché en joaillerie, parce qu'ils ont vu que j'étais bon, etc. Et que j'ai continué à développer mes compétences, et que c'est là, durant tout ce laps de temps-là, donc de cette fin d'année de Bac+3 que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fini, que j'ai cherché à finalement développer mes compétences en communication et marketing. Parce que je me suis rendu compte que mon activité de bracelet ne pouvait pas marcher si j'étais pas bon en communication et marketing. C'est là que j'ai commencé à faire une formation de web marketing, donc en licence pro à nouveau. Je retente la licence pro, faut retrouver une alternance. Je trouve une alternance, je commence. 1 mois, trop content, machin. Oui, je vais vous aider à créer un site internet, parce que j'avais créé mon propre site internet avant, donc je l'avais déjà fait, donc je me dis c'est bon, ça va être facile. Je vais créer votre site internet et c'est parti. Sauf que c'était des informaticiens, pour aller dans l'extrême, et ils avaient des manières de bosser très à prime,
B', 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 donc vraiment par étapes processées. Et moi, j'étais du genre en mode full entrepreneur, peu d'expérience que j'avais en tout cas. A, Z, il y a des erreurs, on corrige. Rien à voir. Donc, du coup, ça n'a pas matché. Ils m'ont congédié, donc ils m'ont viré, littéralement. Re-échec. Retentative de faire une école, et pour le coup, pareil, pas d'alternance, il faut que je paye l'école, mais je ne peux pas payer l'école alors que j'ai plus de revenus. Mon entreprise ne me payait pas assez, donc impossible, bref, de faire. Donc, faut que je retrouve un travail, et c'était à cette époque-là, du coup, attends, j'ai une hésitation. Je crois que c'est à cette époque-là. Ah non, parce que j'ai alterné avec du chômage aussi avant, et c'est là où je suis allé en horlogerie, joaillerie. Donc, c'est juste après. En ayant développé mes compétences marketing, etc., mais pas assez, et pas de manière assez poussée. Les cours n'étaient pas assez poussés, en fait, finalement, pour être réellement compétent en marketing. Donc, Internet, je me suis mis à YouTube et j'ai commencé à développer mes compétences moi-même en parallèle d'un travail alimentaire de joaillerie. Finalement, fil en aiguille, je rencontre plein de gens, je fais l'activité associative que j'ai dit, événementielle. Et puis, sur la route, j'ai un pote à moi qui me dit « Ah bah tiens, mon père, il est directeur d'agence gestionnaire en patrimoine. Si tu veux, je te mets en contact. Et puis, si tu fais le taf, bah, il te prendra, tu vois. » Moi, j'étais en joaillerie, j'étais habitué aux clients qui ont de l'argent. Donc, je me suis dit « Let's go ». Je connaissais rien. Mais vraiment rien. J'avais fait une formation en ligne sur tout ce qui était immobilier pour faire de l'investissement immobilier. Comment est-ce que tu fais un bon investissement immobilier? Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais des marges entre le crédit et le loyer pour, à la fin de l'année, avoir des réels profits et une augmentation de cash flow? Et là, j'arrive dans un milieu où donc je me fais recruter. Je dois être gestionnaire de patrimoine. Je vends de l'immobilier à but fiscal, du Pinel. Sauf que je fais perdre de l'argent tous les mois aux gens. Je me dis, attends, c'est l'opposé de ce que j'ai appris. Donc, en fait, je vends des trucs, c'est de la merde. Dans ma tête, j'étais convaincu que ce que je vendais, c'était de la merde. Et alors, finalement, ça crée du capital parce que tu fais quand même le levier de la banque, mais ça te réduit ton cash flow tous les mois. Donc, tu n'as pas de levier pour aller re-emprunter plus. Et donc, scaler tes investissements. Mais tu crées du capital quand même. Donc, c'est pas non plus nul. C'est pas zéro, quoi. C'est pas bien, mais c'est pas de la merde. Cela dit, je fais ça, je suis malgré tout plutôt bon. Il faut croire que je pourrais vendre du sable dans un désert. Mais voilà. Ah, ma grand-mère a dit de la glace au pingouin. De la glace au pingouin. Et du coup, je fais quoi? Sur la première année, je fais 1,2 million, 1,3 million de ventes. J'ai été super bien formé. L'école, entre guillemets, les process de vente, les formateurs et tout étaient incroyables. Je considère encore que c'était une super école. Et en fait, après un an, 2 mois, 1 an, 3 mois, j'arrive à un point où je me dis, c'est bon, je vais me mettre totalement dans mes activités entrepreneuriales. J'ai plus besoin de continuer le job de salarié. Ça m'épanouit pas, je me fais chier. Je tirais au maximum les salaires pour continuer à mettre de l'argent de côté ou réinvestir cet argent ou payer des dettes que j'avais des époques où j'ai fait de la merde, dans les mauvais projets, etc. N'ayez pas de dette. Et payez vos dettes. Oui. Et n'attendez pas qu'elles s'effacent. J'arrête. Finalement, j'arrête. Contrat à l'amiable. Très bien. J'ai mon chômage. Je me mets au chômage. Et là, en fait, pourquoi il y a cette transition-là? Parce que justement, je me mets en temps plein pour développer l'activité Roue Influence, qui était donc devenue une agence de communication et marketing. C'était à ce timing-là. Donc c'est parti, on avance dans cette aventure, on essaie de vendre de la prestation community management, on essaie de vendre de la prestation influenceur. Et avec Dodi, mon associé dont je parlais tout à l'heure, on a fait plein de choses ici et là. On a bossé pour des boîtes de nuit, on a bossé pour des restaurants, on a bossé pour des franchises, notamment des franchises qui sont toujours avec nous en tant que clients aujourd'hui. J'étais partenaire ici et là avec pas mal de gens. J'étais un peu le mec connu de la ville. J'étais là, quoi. J'étais en place finalement. Je gagnais pas beaucoup d'argent, objectivement, voire presque rien, mais j'étais là. Et les gens pensaient que j'étais le mec fortuné, qui a de la réussite, etc. Parce que je passais ici et là dans les journaux, avec les activités qu'on faisait, les clients qu'on faisait, avec le côté influenceur aussi. Mais en réalité, moi, j'étais pas épanoui. Ça me faisait chier de bosser avec les clients des fois, parce que les clients qui sont mauvais payeurs, il y en a plein. Des fois, t'es payé 3 fois rien pour faire des tâches de ouf, et je voyais mon associé, les efforts qu'il mettait pour ce qu'on était payé, qu'on se partageait difficilement. Je me disais non, c'est pas possible. Donc, je lui dis écoute, on a eu pas mal d'enseignements là, moi ça me fatigue. On va arrêter, je vais réduire mes parts, je te les offre, le supplément des parts donc je te cède mes parts en partie. Je garde 3 fois rien pour dire je suis toujours associé, c'est toujours une de mes sociétés parce que c'était quand même mon bébé à la base, mon second bébé. Mais tu continues, fais-toi plaisir, c'est ta boîte. C'est comme si c'était ta boîte, quoi. C'est réellement sa boîte. Et par contre, on va développer un autre projet, on va faire du e-commerce. Parce qu'il m'avait vu tenter le e-commerce, il avait vu que j'avais commencé aussi de mon côté, que ça commençait à plutôt bien marcher, donc il m'a dit viens, on fait ça ensemble. Je fais ok,
let's go. J'avais payé un coach 2000 balles, je crois, pour m'apprendre le e-commerce. Et moi, je suis le genre de personne, si je n'ai pas un coach qui m'apprend en one-one et qui m'accompagne dans l'opérationnel, une formation en ligne, je ne vais rien pratiquer, je ne vais rien utiliser, je ne vais jamais être récurrent, je vais jamais être... je vais même faire le taf, en fait, finalement. Mon engagement tient par l'engagement que j'ai envers un autre. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, e-commerce, c'est parti. On commence, on a un autre associé qui nous a rejoint en route. Ça se passe bien, on s'entend mal avec cet associé. On se sépare plus tard. Bref, on a quand même une belle réussite à ce niveau-là. Et comme on commence à avoir de la réussite à ce niveau-là aussi, je me dis, en fait, moi, je vais laisser ça. Je vais laisser à des équipes, des salariés, et je vais me concentrer encore sur autre chose. Je vais l'automatiser. Sauf que ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que l'automatiser, ça se passe pas toujours bien. Donc là, on est par exemple dans notre pire année, je crois, en termes de e-commerce aujourd'hui, parce que la société existe toujours et ça se développe toujours, mais pire année, donc on a vraiment une baisse de chiffre d'affaires parce que j'ai délaissé finalement cette société. Mais toujours là, je remets de l'effort. Là, dernièrement aussi, j'ai remis de l'effort. On verra où ça nous mène, mais activité qui dure toujours. Et quand j'ai quitté ce segment-là, c'était pour aller vers tout ce qui était investissement, en me disant je commence à gagner de l'argent, il faut que cet argent il soit investi et cet argent me rapportera plus d'argent. Sauf que quand on découvre l'investissement et qu'on ne connaît pas, on pense que tout va marcher. En se disant une opportunité, ça va forcément marcher. Et après, on découvre que ça ne marche pas toujours. Donc, tu as gagné de l'argent, tu as sué pendant des années pour faire de l'argent, et tu perds tout. Et tu refais de l'argent, mais tu repères. Tu refais de l'argent, tu le repères encore sur un mauvais investissement. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à qu'est-ce qui différencie un bon investissement d'un mauvais. J'ai créé mes propres investissements, puisque j'ai mon propre robot de trading aujourd'hui. Je travaillais avec aussi des super associés où on avait un comparateur de robot de trading qu'on accepte tout doucement de laisser de côté et de se concentrer sur moi, en tout cas en l'occurrence sur mon produit. Et puis on bosse sur d'autres projets ici et là en l'occurrence. Donc ce côté investissement, ça a pris de plus en plus de place et c'est ce qui m'avait remis aussi dans le côté marketing en réseau pendant une période et où je me suis réinvesti à essayer d'apporter des solutions aux gens. Parce que comme l'investissement, moi j'adore ça, je trouve que c'est une solution incroyable pour les gens de s'apporter une future liberté à long terme, j'ai voulu apporter ces solutions aux gens. Malheureusement, il y a eu des ratés, il y a eu des sociétés avec qui ça ne s'est pas bien passé, ils ont mal géré leur société. Il y a eu des sociétés avec qui ça s'est super bien passé, fort heureusement, il y a eu des belles réussites dans nos clients, nos partenaires. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui je me concentre avec mes produits, mon produit tout spécialement, et ça se passe bien et on est plutôt content. Des challenges ici et là évidemment avec les partenaires, mais en termes de résultats en tout cas c'est très bon, donc on est très content. Et voilà, les choses avancent. Ensuite je me retrouve à avoir déménagé pendant ma période e-commerce à Lisbonne, changement de vie radical, changement de vie ensuite puisque on se met ensemble aussi, donc adaptation aussi du mode de vie. Et aujourd'hui, en fait, Tu manges plus devant la télé. Mais j'adapte mon mode de vie pour finalement, avec le temps, voir que le côté investissement me parle plus et le côté entrepreneuriat qui me plaît beaucoup ne remplit pas mon épanouissement personnel en termes de liberté. Et donc, j'essaie de trouver l'équilibre. Et aujourd'hui, on est dans cette phase-là, en ayant ouvert aussi un podcast studio qui est un business physique. Qui dit business physique dit temps investi colossal pour un retour sur investissement qui n'est pas à ce jour C'est ton premier business probant. Physique. C'est mon premier business physique. Donc, plein d'erreurs, plein de challenges. Mais cela dit, ça reste un projet qui est fun. Où on veut continuer à donner l'élan de ce fun. Je ne suis pas tout seul, on est 6 associés pour le coup, donc c'est cool. Et puis on verra où ça nous mène, mais très, très challengeant pour le coup. Et ça fait partie des business où je veux mettre un CEO en place, puisque je suis le pseudo-CEO de cette structure, alors que j'y mets pas beaucoup de temps et j'ai pas le temps de mettre beaucoup de temps. Donc il faut qu'on trouve un réel CEO qu'on va payer, qui va être en place et qui va avoir le temps de mettre son énergie à développer cette activité. Donc voilà. Donc, en tout cas, c'est les challenges d'aujourd'hui, avec les investissements qui continuent à avancer, à se former, on va dire, pour permettre d'avoir les rentes qui permettront d'avoir une certaine liberté et un champ d'action plus large. Eh bien, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que là, on a eu un beau panel de l'ensemble de ton parcours, de ton état d'esprit, de ton mindset, parce que ça va de pair avec ta croissance personnelle et professionnelle. Merci beaucoup. Un plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Ciao! Ciao l'équipe, à très vite!